Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais vous dire un énorme merci. La première émission a été vue bien au-delà de mes attentes. Puis ça, c'est grâce à vous, là, grâce à vos partages, vos j'aime, vos commentaires, qui sont à la fois pour moi une motivation d'en faire d'autres, mais qui aident aussi beaucoup à être vus sur YouTube. Ceux qui ne me connaissent pas, Éric Béliveau, généalogiste amateur et passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Bon, après ma première émission qui était du côté paternel, on va aller du côté maternel. Cette fois-ci, un cadeau, un hommage à ma mère. Si c'est du côté de mon père que j'ai appris beaucoup de la généalogie là, au niveau de ma famille, c'est toutefois du côté de ma mère que j'ai connu le plus les membres de sa famille. Là. À la fois, bon, ma tante qui est ma marraine, des cousins, des cousines à ma mère que je prenais comme mes oncles, mes tantes, puis leurs enfants comme mes cousins puis mes cousines. J'ai entendu beaucoup d'histoires là, de mes oncles et de mes tantes. En fait, des oncles et des tantes à ma mère. Une grosse famille, tissée serrée, assez serrée, comme qu'on le voyait souvent jadis à l'époque. Le travail que je vous présente représente quand même beaucoup de travail, mais c'est pas si pire que ça non plus là, au niveau technique, enregistrement, montage, etc. J'y connaissais pas grand-chose, là, mais je prends mes petits trucs, puis ça va quand même de plus en plus vite. Mais ce qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps des fois, là, ça va être la recherche. À l'émission d'aujourd'hui, ben, j'ai eu la chance là, de collaborer avec un cousin à ma mère, Normand Joly. Normand m'a donné beaucoup d'informations et de photos, ce qui fait en sorte que j'ai quand même beaucoup de contenu à vous livrer dans l'émission de cette semaine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous présente l'émission en deux parties. La première partie va être aujourd'hui. La deuxième partie va être dans 2 semaines, soit le 21 février. En plus, dans 3 semaines, le 28 février, on va avoir une petite émission bonus, une entrevue avec Normand, celui qui m'a aidé à faire l'émission, qui va nous donner certainement plus de détails là, sur le couple d'aujourd'hui, le couple Alfred Joly et Anna Saint-Onge, mes arrière-grands-parents du côté maternel, que je vous présente à l'instant. Aujourd'hui, à Raconte-moi mes ancêtres, je vous raconte l'histoire d'Alfred Joly et Anna Saint-Onge. Chapitre 1. La naissance. Alors, notre histoire commence le 12 mai 1874 dans la paroisse des Saints-Anges gardiens à la Chine avec la naissance d'Alfred Joly. Il est issu de l'union de Dosithée Joly et Olive Cousineau. Le parrain et la marraine ont été Camille Clément et Onésime Cousineau. Je tiendrai à vous souligner que la paroisse des Saints-Anges gardiens est l'une des plus vieilles paroisses en Amérique. Alors, je fais la lecture du baptistère avec vous. On a en haut à gauche son nom, Joseph Alfred Joly. En haut ici, on a le 12 mai 1874. Nous avons baptisé Joseph Alfred, né ce jour du légitime mariage de Dosithée Joly, qui est journalier, et Olive Cousineau. Les parrains ont été Camille Clément et la marraine Onésime Cousineau. Puis, c'est 4 ans plus tard, soit le 11 juillet 1878, que naît Anna Saint-Onge. Elle est aussi dans la paroisse des Saints-Anges gardiens à la Chine. Elle est issue de l'union d'Étienne Saint-Onge et Aurélie Hébert. Les parrains et marraines ont été Amable Lortie et Louise Leblanc. Alors, je fais la lecture du baptistère avec vous. On voit ici à gauche Aurélie Anna Saint-Onge. En haut, la date, le 11 juillet 1878. Nous avons baptisé Marie-Aurélie Anna, née le même jour.
fille légitime d'Étienne Saint-Onge, qui est navigateur, et d'Aurélie Hébert de cette paroisse. Les parrains ont été Amable Lortie et la marraine Louise Leblanc. Chapitre 2. Leur enfance. Je ne peux malheureusement pas confirmer la date sur cette photo, mais je peux vous confirmer qu'on y voit les parents d'Alfred Joly, Dosité et Olive. Les enfants sur la photo seraient Marie-Louise et Gédéon, frères et sœurs plus jeunes d'Alfred. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 1870 lors de la naissance des membres de notre couple vedette? On va retourner un petit peu en arrière pour vous parler de l'histoire du canal La Chine. Pendant la Nouvelle-France, on va penser à construire un tel canal, mais pour plein de raisons, le projet il va avorter à plusieurs reprises. C'est en 1821 que les travaux vont commencer, à une époque où la machinerie lourde n'existait pas. C'était creusé à coups de pic, puis de pelle, puis de sueur, principalement par des immigrants irlandais, qui eux fuyaient la famine en Irlande. On reviendra un jour sur la grande famine d'Irlande, mais ça tombe bien quand même pour la Grande-Bretagne. Il y a une famine en Irlande, puis l'Empire britannique a besoin de cheap labor un peu partout dans son empire. Bref, le canal va être inauguré en 1824. Au début, ça va être des bateaux à voile ou des barges tirées par des chevaux. Entre 1843 et 1848, dans le but de relier les Grands Lacs avec l'Atlantique, on va doubler la largeur. Ça va permettre par le fait même à des bateaux à vapeur de passer, ce qui va faire en sorte que le tonnage va doubler, va presque doubler, et tout en diminuant le nombre de bateaux. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va créer des emplois, ça va amener beaucoup de monde de la campagne vers la ville. Puis là, d'un côté, on a des rapides, puis d'un autre, on a un canal. Les rapides, avant l'arrivée de l'électricité, eh bien, il faut savoir que la force hydraulique est un net avantage pour des meuneries, pour des usines de fer ou des moulins à bois qui, eux, vont s'installer sur le bord là, du canal, à l'embouchure du canal, près des rapides. Finalement, en 1873 puis 1884, on va encore une fois élargir le canal. C'est dans ces années-là que sont nés Alfred et Anna. Ça va par la suite amener des entreprises à s'installer non seulement près des rapides, mais tout au long du canal. Ça va amener encore plus de monde de la campagne vers la ville. Des cultivateurs ou des fils de cultivateurs vont tranquillement devenir des ouvriers. Pas juste des hommes, des femmes aussi, j'en parle brièvement là, dans ma première émission. Mais bon, si on a un canal, on a aussi besoin de navigateurs, comme l'était Étienne Saint-Onge, le père d'Anna. Le recensement de 1881 nous apprend qu'Anna est maintenant issue d'une famille de 5 enfants. Elle est la troisième de famille. Si on voit le père d'Anna étant nommé Stephen Métayer, bien c'est qu'en réalité le nom vient de Métayer dit Saint-Onge. Et on est à une époque où on commence à mettre un ou l'autre des noms de famille de côté. Et pour ce qui est du Stephen, ben, comme il était navigateur et qu'à l'époque sur les lieux de travail, surtout au niveau de la navigation, tout se passait en anglais, ben, Étienne est devenu Stephen. Chapitre 3. Un événement bouleversant. Question de se remettre dans le contexte, on est maintenant en 1884. Alfred a 10 ans, Anna, elle a 6 ans. Comme je disais tantôt, on est en plein cœur de la révolution industrielle, puis la population s'est densifiée là, tout au long du canal de la Chine. Mais avant la densification, qu'est-ce qu'il y avait? Principalement pas grand-chose. Là. Entre Griffintown puis la Chine, c'était des zones agricoles ou des zones carrément non exploitées. Comme je disais tantôt, dans un espace de quelques décennies, la zone va émerger. Il va y avoir tout plein de nouveaux quartiers ouvriers. Sainte-Cunégonde, Villemort, Saint-Henri, la Chine n'y échappe pas.
Va falloir donc construire des habitations pour les ouvriers. Bon, c'est là qu'on va voir l'apparition des unités à logement. Puis on va compacter ça le plus possible. En même temps, c'est normal aussi que ce soit très densifié. Là. Si on se souvient bien, les Canadiens français ont fait des grosses familles de 10-12 enfants. Alors imaginez-vous qu'est-ce que ça devait avoir l'air, le contexte social là, dans un petit quadruplex là, où il y a 4 familles de 12 enfants qui y logent. On est à une époque avant l'électricité où ce qu'on s'éclaire à la chandelle ou à la lampe à l'huile. Euh, à une époque aussi où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de borne fontaine aux 5 maisons. Les camions de pompiers de l'époque, c'était principalement un citerne qui était tiré à cheval avec une pompe. Puis quand on était chanceux dans des plus grosses villes, on avait une pompe à vapeur. Donc, une densité de population énorme, des maisons avec des standards d'isolation de l'époque, puis des pompiers à cheval, ben, ça va m'amener à vous présenter mon premier article de journal. Dans le constitutionnel du 9 juillet 1884, on apprend. Grande conflagration à la Chine. Un incendie désastreux et qui n'a pas tardé à prendre les proportions d'une terrible conflagration a éclaté hier à la Chine. Il était 1h30 p.m. quand les flammes se firent jour à travers le toit d'un hangar faisant partie de l'hôtel Ottawa, détruit l'an passé par un incendie et à proximité immédiate de l'hôtel de Salaberry. L'alarme fut immédiatement donnée et bientôt les 2 pompes de la localité, une à vapeur et une à bras, furent sur le lieu du sinistre. Malheureusement, le vent soufflait avec force et il devint impossible aux pompiers de maîtriser l'élément destructeur. Pour comble de malheur, la pompe à vapeur, en se transportant sur un point qui semblait plus menacé que les autres, rencontra des obstacles tels sur sa route qu'il s'écoula quelque temps avant qu'elle pût se mettre en opération. La pompe à bras elle-même éprouva un accident analogue. À 4h p.m., 20 maisons étaient en flammes et toute la ville semblait devoir y passer quand une nouvelle pompe à vapeur, mandée à toute hâte de Montréal, arriva sur les lieux. Nos braves pompiers se mirent à l'œuvre avec cette ardeur qu'ils déploient toujours au feu, et bientôt l'incendie fut circoncis, puis maîtrisé et finalement éteint. Cela ne s'est pas fait cependant sans qu'on fût témoin de bien des scènes navrantes. Ici, une pauvre famille disputait aux flammes quelques meubles chétifs, sa seule richesse. Là, une mère éplorée appelait son enfant perdu dans le tohu-bohu, que créent inévitablement les désastres de ce genre. Là, un homme qui s'était dévoué au sauvetage se trouvait forcé de défendre sa propre vie contre l'élément meurtrier. D'un autre côté, les scènes consolantes n'ont pas manqué. Personne n'a hésité un instant à braver le danger, qui pour secourir les femmes et les enfants, qui pour servir les pompiers, qui pour sauver les meubles et effets de ménage. Les frères de la doctrine chrétienne se sont particulièrement signalés en cette occasion. Bref, la Chine, comme Québec, Montréal, Saint-Hyacinthe, a eu sa conflagration. 34 maisons ont été détruites et 60 familles sont sur le pavé. L'espace compris entre les hôtels de Salaberry et Dominion n'est plus qu'une masse de mines fumantes. Heureusement, nous n'avons pas enregistré de perte de vie. Les dommages ne peuvent être évalués aujourd'hui qu'approximativement, on les dit de 50 à 60 000 piastres. Parmi la liste des incendiés, nous retrouvons Gabriel Saint-Onge, charpentier, et Stephen Saint-Onge, navigateur. À 8h p.m., une assemblée du conseil de ville a eu lieu pour aviser aux moyens de venir en aide aux incendiés. Il a été nommé un comité pour solliciter des souscriptions et pourvoir par tous les moyens possibles au soulagement des plus nécessiteux. Ce comité se compose de M. l'abbé Piché, curé, M. le maire Pigeon, M. les conseillers Andrew G. Dowse, H. Legault, Placide Robert Alphée-Paré, Benjamin Crevier, Ludger Métra et une quarantaine d'autres citoyens. M. l'abbé Piché a été nommé trésorier général et séance tenante, les 10 ou 15 personnes présentes ont généreusement souscrit plus de 1 000 $. Les incendies ont dû passer la nuit dernière qui chez un parent, qui chez un ami ou dans les salles du couvent de l'école municipale mises à leur disposition. Dans l'article, il est question que les familles vont passer la nuit chez d'autres membres de leur famille, à l'école ou au couvent. Bon, les chances qu'ils sont allés coucher à l'école ou au couvent doivent être assez bonnes.
Je vous remonte la liste des noms tout près. On y voit ici Gabriel Saint-Onge, qui est en fait le grand-père d'Anna, le père d'Étienne. On voit Étienne Saint-Denis aussi, qui est navigateur. En fait, c'est le mentor et oncle d'Étienne Saint-Onge. Et on voit aussi, plus bas dans la liste de noms, Amable Lortie, qui, si on se souvient bien, est le parrain d'Anna. Ça commence à faire beaucoup de membres de la famille ou amis qui ont aussi été victimes de l'incendie. Dans le recensement de 1891, Alfred est maintenant âgé de 16 ans. Son père, Dosité, est journalier, et le recensement nous apprend aussi que sa tante Marie Joly habite aussi avec eux. Si Alfred peut nous sembler l'aîné de la famille, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce qui est arrivé, c'est qu'avant la naissance d'Alfred, ses parents ont eu 6 enfants et 5 sont décédés avant la naissance d'Alfred, dont 2 sont morts en 1873. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1872-73, à Montréal, on a eu une épidémie de variole. Bref, il y avait un frère plus vieux qui était vivant, qui s'appelait Léo, mais il était alors âgé de 23 ans, il n'était plus à la maison. De son côté, Anna est maintenant âgée de 12 ans. On peut remarquer que la famille s'est agrandie comme c'était la coutume à l'époque. Elle fait maintenant partie d'une famille de 9 enfants. Son père est toujours navigateur. Chapitre 4. Un événement tragique. Dans les années 1860, on va commencer à développer l'automobile. Bon, la première automobile, certains vont dire, là, c'est en 1769, là, mais bon, tel qu'on la connaît, là, ça va commencer à se développer en 1860 environ. Rendu en 1893, c'est pas encore commercialisé, ça fait que notre moyen de transport principal, ben, c'est le cheval. Nos ancêtres qui vivaient en 1893 étaient habitués de côtoyer des animaux de ferme en ville. Oubliez pas que, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens de la campagne qui vont s'en venir vers la ville, des familles de cultivateurs qui vont amener leur mode de vie à la ville. À un point tel que les animaux de ferme vont devenir une nuisance. Là. Vers la fin des années 1880, on va interdire les porcs, les vaches, les moutons dans la plupart des milieux urbains. Mais on n'interdira pas le cheval. Parce que le cheval, lui, il avait une importance capitale dans le développement économique là, à cette époque-là. Non seulement c'est notre mode de transport principal de tous les jours, mais aussi ben, pour les pompiers qu'on a vu tantôt, ou tirer une barge sur le bord du canal, la Chine, ou pour les voituriers qui transportaient de la marchandise ou des passagers d'un endroit à l'autre. À un point tel que on va fonder la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Dans un but moral, certes, mais surtout économique, dans le but de protéger la ressource. Parce qu'il y avait certainement des chevaux qui étaient très bien traités, mais d'autres un peu moins. Puis Alfred, lui, ben, il habitait sur la rue Saint-Joseph à la Chine. La rue Saint-Joseph à la Chine, ceux qui ne savent pas, là, c'est la rue qui longe le bord de l'eau, qui est tout près du canal aussi. Donc, vous comprenez que toute l'action là, se passait là, beaucoup d'actions se passaient là en 1893. Qui dit rue passante en 1893 dit beaucoup de chevaux sur la rue, ce qui va m'amener à vous présenter mon prochain article. Dans les lecteurs du 18 mars 1893, on apprend Monsieur Désité Joly, un des plus anciens résidents de la Chine, a été victime d'un fatal accident jeudi après-midi. Il s'en allait tranquillement chez lui quand il vit venir dans sa direction un cheval à l'épouvante. Croyant qu'il pouvait l'arrêter, Monsieur Joly se plaça dans le milieu de la rue et fit des signes dans le but de faire modérer l'animal. Mais celui-ci continua sa course à bride abattue. Monsieur Joly, victime de son imprudence, fut frappé et renversé dans le chemin. Il venait de recevoir un violent coup de sabot en pleine figure.
Des personnes qui passaient à ce moment vinrent au secours de la victime, qui fut transportée dans une maison voisine où le médecin et le prêtre furent mandés. Avant l'arrivée de ces derniers, M. Joly avait expiré. Le coroner McMahon fut notifié et il s'est rendu hier à la Chine où il a tenu une enquête. Les jurés ont rendu un verdict de mort accidentelle. M. Joly est âgé de 56 ans, demeurait au 347 rue Saint-Joseph à la Chine, était un vieil employé de la corporation. Il laisse une femme et plusieurs enfants. Le cheval qui a causé sa mort appartient à M. Dawes, brasseur de la Chine. Cette mort a causé un grand émoi dans cette localité, car le défunt jouissait de l'estime générale. Alors, le cheval, malgré que domestiqué depuis des siècles, pour toutes sortes de raisons, des fois moins bien dressé, des fois un peu têtu, des fois un cri d'enfant ou même une piqûre d'abeille pouvait faire partir le cheval à l'épouvante. Ce genre d'événement était certes malheureux, mais pas un événement isolé à l'époque. À droite, on voit une photo de la brasserie Dawes datée de 1873. Je vous avais bien dit aussi que c'était pas la dernière fois qu'on entendrait parler de M. Dawes. Je tiendrais à souligner qu'on parle dans l'article que M. Dosité Joly jouissait de l'estime générale. Alors, j'ai omis de vous montrer un article là, de journal suite. On va retourner en arrière. Vous vous souvenez de l'incendie dont Anna avait été victime? Eh bien, j'ai cet article-là aussi qui était paru quelques jours après. Bon, en gros, on nous mentionne là, que les dommages sont portés maintenant à 75 000 $. Bon, on nous explique là, toute la liste des bâtiments là, qui a été touchés. Puis on nous explique que si le feu avait atteint le magasin de Père et Frères, ben, ça aurait probablement été encore pire. Mais il y a aussi un petit bout à la fin que je vous montre ici qui nous dit Monsieur Dosité Joly, qui conduisait les chevaux de la pompe, a été horriblement brûlé, et ses 2 chevaux ont péri dans le feu. Comme quoi que c'est pas la première fois que Dosité faisait un acte de bravoure. Chapitre 5. L'Union. C'est le 9 mai 1899, dans la paroisse des Saints-Anges gardiens à la Chine, qu'on va assister à l'union d'Alfred Joly et Anna Saint-Onge. Alors, je fais la lecture du registre avec vous. On a ici en haut à gauche Alfred Joly et Anna Métayer-Saint-Onge. En haut, la date, le 9 mai 1899. Plus bas, on a l'union entre Alfred Joly, journalier, fils majeur de Feu Dosité Joly. Dosité, qui on se souvient avait été pompier lors des incendies dont fut victime Anna, mais pour qui la bravoure aurait eu raison de lui. Et Olive Cousineau d'une part, et Anna Métayer-Saint-Onge, fille majeure du capitaine Stephen Métayer dit Saint-Onge et Aurélie Hébert. Chapitre 6. Le début d'une nouvelle aventure. À peine un an plus tard, soit le 26 juin 1900, nous allons assister à la naissance de leur premier enfant, Alice Joly. Je fais la lecture du document avec vous. On a ici Marie-Anna Alice Joly. Le 26 juin 1900, nous avons baptisé Marie-Anna Alice, née ce jour, fille légitime de Alfred Joly, journalier, et de Anna Saint-Onge de cette paroisse. Le parrain a été Stephen Saint-Onge et la marraine Aurélie Hébert, qui, comme on le sait déjà, sont les grands-parents de l'enfant. Alors, dans le recensement de 1901, on voit que la petite Alice n'est âgée que de 9 mois. On nous apprend aussi qu'Alfred et Anna savent lire et écrire. Alfred, lui, sait parler anglais. Il est journalier et gagne un salaire annuel de 400 $ par année.
Dans la première décennie du 20e siècle, la famille va continuer de s'agrandir. On connaissait déjà la petite Alice, alors Juliette va s'ajouter à la famille en 1902. Léopold va voir le jour en 1904. Et en 1906, ce sera au tour d'Étienne. Et finalement, Ernest en 1909. S'il y a un endroit qu'Alfred et Alice ont dû côtoyer souvent, c'est le marché de la Chine, que je vous montre ici sur cette photo prise par Félix Barrière en 1910. Dans le recensement de 1911, on nous apprend que la famille habite au 31 Saint-Louis à la Chine. On nous apprend aussi qu'Alfred travaille à l'hôtel toujours comme journalier, 60 heures par semaine, 52 semaines par année et gagne un revenu de 572 $ par année. Pour vous situer un peu, ceux qui connaissent un peu la Chine, voici ce qu'avait l'air le quartier à l'époque, où j'ai encerclé, c'est l'adresse où ils habitaient. En 1911, la famille va continuer de s'agrandir avec Gabriel. Puis, c'est le 7 octobre 1913 que nous allons baptiser Alcide Joly, mon grand-père. Alors, je fais la lecture du document avec vous. On a ici à gauche Joseph Alfred Alcide Joly. En haut, le 7 octobre 1913, nous avons baptisé Joseph Alfred Alcide, né la veille, fils légitime d'Alfred Joly et Anna Saint-Onge. Le parrain a été Léo Joly, qui est constable dans le quartier Saint-Denis à Montréal, et la marraine Albina Lauzon. Léo Joly, si vous vous souvenez bien, au début, c'est le seul des 6 frères et sœurs qui avait survécu avant la naissance d'Alfred. Alors, en 1916, la famille va continuer de s'agrandir avec Jeannette. Et ensuite, Roland va voir le jour en 1918. En avril 1916, on apprend qu'Alfred sera réengagé comme vidangeur. À une époque où la sécurité d'emploi est à peu près inexistante, quand on a une famille aussi nombreuse, on devait alors sûrement être rassuré jusqu'à la fin du prochain contrat. On avait pris une petite pause de 5 ans, mais en 1923, Adrien va voir le jour. Et finalement, Guy en 1926. En 1921, notre couple vedette habite maintenant au 186 rue Saint-Louis à Lachine. Même rue que tantôt, mais maintenant entre la 11e et la 12e avenue. On voit les noms de leurs 8 enfants. Alfred est toujours journalier et gagne un salaire de 1000 $ par année. Chapitre 7. Les enfants ont grandi. Alfred et Anna devaient sûrement être très fiers cette journée alors que la presse du 27 avril 1931 nous apprend qu'Alcide a terminé 3e lors de la course de 17 000, soit le tour de l'île Perrot. Sur la photo, on voit Raymond Ticoc-Bédard à gauche, Albert Rousseau au centre et Alcide Joly à droite. Je tiendrai à souligner que Raymond Ticoc-Bédard s'est devenu une légende du cyclisme au Québec par la suite. Mais mon grand-père était bien meilleur en raquette, comme nous le souligne la presse du 9 mars 1931, époque où la raquette était un sport bien plus populaire qu'aujourd'hui. L'article nous parle encore une fois d'une course ayant lieu à l'île Perrot, mais cette fois-ci de raquette, et on y constate le résultat de la dernière course qui était ouverte à tous les coureurs, et a donné le résultat suivant. Premier, Alcide Joly, deuxième, A. Deneau, troisième, A. Sabourin.
On voit ici les membres de notre couple vedette en 1932 lors du mariage d'Alice, leur premier enfant. Je n'ai pas de certitude, mais le petit entre les deux, ça pourrait être Guy, le petit dernier qui avait 6 ans lors du mariage. Comme vous pouvez le voir sur l'en-tête de la photo, malheureusement, Alice est décédée quelques années plus tard en 1937. Comme on commence à connaître pas mal le capitaine Métayer Saint-Onge, eh bien, je vous présente cet article de la presse du 4 octobre 1933. La vie n'était pas chère au jour qu'évoque le capitaine Saint-Onge, quasi octogénaire. Un vétéran de la navigation qui commença jeune la lutte pour l'existence. Travailla à la construction du canal de la Chine. Quelques souvenirs. Le capitaine de marine Stephen Saint-Onge, né à la Chine il y a 79 ans, a navigué durant 65 ans de Kingston à Montréal sur des bateaux à passagers et des remorqueurs et se plaît à raconter les souvenirs de ce long service dans la navigation avec une grande amabilité. Il habite chez sa fille, Madame Alfred Joly, numéro 11, 18e avenue, et tous les jours, il se rend au quai de la Chine pour voir monter ou descendre les bateaux, et se dit même encore capable de piloter un navire de Grand Lac jusqu'à Kingston si on lui fournit l'occasion. Il s'est retiré de la navigation depuis 5 ans seulement, mais s'intéresse toujours au mouvement maritime. M. Saint-Onge a commencé à naviguer sous les ordres du capitaine Stephen Saint-Denis entre Ottawa et Montréal à bord d'un bateau de fret et des barges qui transportaient alors le bois de construction et domestique à travers le vieux canal de la Chine. Il fut reçu capitaine de marine en 1881 et fut à l'emploi de la compagnie maritime Wolven durant 53 ans. Il a aussi piloté les bateaux de la compagnie Richelieu et Ontario entre Kingston et Montréal, puis a été au service de la compagnie Saint-Saëns-Macnaghten. Lors de la construction du nouveau canal La Chine, il y a près de 50 ans, il était en charge du remorqueur Plové qui halait les chalands chargés de matériaux pour le nouveau canal. Puis travailla pour la compagnie R.D. Reed qui construit le pont du CPR qui traverse le fleuve Saint-Laurent à la Chine. En 1884, il fut classé dans l'Association des capitaines et pilotes. À différentes occasions, il a conduit des yachts américains d'une valeur considérable jusqu'à Kingston par les Mille-Îles, c'est-à-dire qu'il a été témoin des progrès accomplis dans la navigation depuis 63 ans. Le capitaine Saint-Onge a travaillé pour la compagnie Loomer sur le remorqueur Jones qui transportait les matériaux pour la construction du pont du Grand Tronc d'1 mille de longueur qui traverse de Valleyfield à Coteau Landing il y a près de 50 ans. De même qu'il a travaillé au creusage du chenal sur les lacs Saint-Louis et de Montagne. Ayant vécu toute sa vie à la Chine, il a été même de constater les développements qui se sont opérés depuis 70 ans. À cette époque du commencement de la navigation, il achetait la viande à 5 cents la livre, les patates 20 cents la poche, les œufs 5 cents la douzaine et le beurre 10 cents la livre. En un mot, le coût de la vie était très bas en proportion des salaires du temps. Le capitaine Saint-Onge est un des plus vieux navigateurs du district de Montréal. Il compte un cercle d'amis nombreux et n'aime rien tant que de s'asseoir sur les bords du lac Saint-Louis, lequel lui est familier depuis 3/4 de siècle. Veuf de sa seconde femme depuis 16 mois, le capitaine Saint-Onge compte parmi ses enfants Joseph Saint-Onge, Madame Alfred Joly, Anna, Madame Désirée Marchand et Mademoiselle Philomène Saint-Onge. Il a eu le bonheur de voir en 4e génération et est le grand-père de M. Ernest Joly, l'un de nos jeunes concitoyens les plus favorablement connus. Le capitaine Stephen, comme on l'appelle intimement, a bon pied bon œil. Il sait intéresser ceux qui le rencontrent au hasard de la promenade ou à son foyer. Il compte bien que la Providence lui réserve encore plusieurs années à vivre dans la tranquillité entouré de ses parents. Je vous présente Alfred et ses fils en avril 1943. Dans la première rangée du bas, on a Roland qui a 25 ans, Alfred 69 ans et Adrien 20 ans. Dans la rangée du haut, on a Léopold 39 ans, Étienne 37 ans, Ernest est rendu à 26 ans, Alcide 30 ans et Guy a 18 ans. Si Roland et Adrien étaient vêtus d'uniformes militaires, c'est que Roland était cuisinier à Valcartier durant la Deuxième Guerre mondiale et Adrien, lui, quelques mois plus tard après cette photo, sera en Normandie.
Chapitre 8. La fin. C'est malheureusement le 11 juin 1946 que nous allons assister au décès de Anna Saint-Onge. Et finalement, c'est malheureusement le 22 juin 1956 que décède Alfred Joly alors qu'il était âgé de 82 ans. Ce qui met fin à notre histoire d'aujourd'hui. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, le couple Alfred Joly et Anna Saint-Onge aura laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et unions. Alors si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Alfred Joly et Anna Saint-Onge comme ancêtres. En musique, on a eu le reel du réveillon de Joseph Ovilla et Marcel Lamadeleine. Et tout au long de l'émission, on a été accompagné de Louis Boudreau dit Pitou le violonneux. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'Alfred Joly et Anna Saint-Onge. Juste vous souligner, j'ai, suite à la mise en ligne de la première partie, fait une entrevue avec Normand Joly qui m'a aidé à faire cette émission-là. Si l'histoire de notre couple vedette de ce mois-ci vous a intéressé, ben, je vous invite à écouter cette émission, cette entrevue, discussion. Là. Normand va vous donner encore plus de détails sur ses ancêtres et tout plein d'histoires intéressantes. Là. Ce sera en ligne, ça va être en ligne la semaine prochaine. J'aimerais aussi revenir sur l'incident du décès de d'Osité Joly, le père d'Alfred. Quand je dis que l'événement était malheureux, mais courant à l'époque, eh bien, sachez que, bon, une fois que j'ai trouvé cet article de journal-là sur Dosité, ben, j'en ai parlé avec un de mes amis qui, lui, me disait, ben, hey, moi, mon grand-père, il a déjà arrêté un cheval à l'épouvante. Puis, bon, il y avait eu une mention d'honneur là, à cet effet-là. Visiblement, plus de chances que Dosité. Puis, pas plus tard que la semaine passée, je faisais une présentation généalogique là, pour une amie et sa famille. Puis, on m'a appris lors de cette rencontre-là qu'il y avait un de leurs ancêtres, le grand-père là, d'une des participantes là, qui était là, que lui, son grand-père, ben, il avait mangé un coup de sabot là, en arrière de la tête à une époque de sa vie. Il a dû d'ailleurs être interné puis finir ses jours là, en institut. Là. Alors, tout ça pour dire que, bon, c'était ce qui nous semble pour nous invraisemblable, là, était un événement quand même assez commun à l'époque. On se laisse là-dessus. Encore une fois, n'oubliez pas de partager. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Je vous remercie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment hâte de vous présenter l'entrevue avec Normand Joly. Juste pour vous mettre en contexte, comme vous savez, là, je suis passionné de généalogie, puis il y a quelques années, ben, ma mère m'a mis en contact avec son cousin Normand par Facebook.
qui lui avait déjà fait des recherches, mais avant l'arrivée d'Internet. Ça fait que lui, il avait ramassé des photos, des histoires, puis qui me racontait ça en messagerie privée. Moi, je prenais ça en note. Ça fait qu'évidemment, bon, quand j'ai décidé de faire une émission sur Alfred Joly et Anna Saint-Onge, ben, mes arrière-grands-parents, qui sont par le fait même ses grands-parents à lui, ben, c'est sûr que j'ai pensé à lui pour m'aider à faire l'émission. Ça fait qu'on a continué à travailler ensemble là, par messagerie Facebook, mais tout ça pour dire que cette entrevue-là, c'est bon, une première pour moi, là, mais non seulement ça, mais c'était la première fois que moi et Normand, on se rencontrait. Une rencontre qui était fort agréable. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous allez en apprendre autant que moi. Encore une fois, je vous remercie de partager les vidéos, des commenter, des aimer. On se revoit dans quelques instants. Alors, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Normand Joly, celui qui m'a aidé à faire la présentation, l'émission de Alfred Joly et de Anna Saint-Onge. Alors, si tu pouvais un petit peu nous situer, Normand, t'es qui par rapport là, à notre couple vedette de l'émission de ce mois-ci? OK, bien, ça me fait plaisir de participer. Je te remercie de m'avoir invité. Bien, où je me suis situé, c'est que Alfred, c'était mon grand-père. Mon père était Roland Joly, puis Alfred était son père. Et puis, Alfred était mon parrain. Et puis, je l'ai connu. Je ne l'ai pas bien connu, mais je l'ai connu quand même. Parce que, évidemment, il y avait bien des petits-enfants, là. Il y avait 7 frères puis 4 sœurs, fait qu'il y avait beaucoup de petits-enfants. Et puis, les grands-parents de ce temps-là n'étaient pas comme nous autres, les grands-parents d'aujourd'hui, qu'on est toujours avec nos enfants, avec des grosses familles. Et puis, on les voyait, on allait chez eux fréquemment. Et puis, eux autres aussi, on a fait des petits tours chez nous. Mais ce n'étaient pas des sorteux, ces gens-là. Là. Mon grand-père, il travaillait, puis ma grand-mère travaillait à s'occuper de toute sa famille. Alors, c'est là où je me situe. Je suis le petit-fils d'Alfred. Joseph Alfred. D'ailleurs, je m'appelle Joseph Alfred. C'est bon, ouais, c'est ça. Alfred et Anna sont tes parrains et marraines, c'est ça? C'est ça. Comme était la coutume à l'époque, t'es le premier de famille, j'imagine. Le premier de famille chez nous, à moi. Oui, c'est ça. Fait que le premier, souvent, c'était les grands-parents qui étaient parrains et marraines à cette époque-là. Là. Oui, mais je suis le premier de ma famille. Moi, chez mon père et ma mère. Je ne suis pas le premier des cousins ici. On se met au niveau des cousins. Là. Mais mes cousins, Joly, sont tous 10 ans, 15 ans plus vieux que moi. Ils sont partis. Je pense que c'est maintenant, je ne sais pas si tu as connu René Joly. René était le fils de Léopold. C'est lui qui était le plus vieux, puis il est décédé il y a 3 ou 4 ans. OK. Puis, alors, mettons par rapport à Jean-Guy, c'était quand même un des plus vieux. Oui, Jean-Guy avait 1 an et demi de plus que moi. OK. En âge, là. Oui, on a demeuré après la guerre chez Jean-Guy et ma tante Gaby quelque temps, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de logements. Et puis, c'était ça dans les familles, tu allais vivre chez ta sœur jusqu'à temps que tu trouves quelque chose. Et puis, on était là, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois. Et puis, après ça, ben, mon père a trouvé un logement dans la 7e avenue. Puis là, j'ai déménagé là avec eux autres dans la 7e avenue. Ouais. Alors, il y avait 1 an et demi plus vieux que moi, Jean-Guy. On a vécu notre jeunesse ensemble. Là. Super. Tes impressions sur l'émission que j'ai faite sur tes grands-parents? J'ai bien aimé ça. C'est formidable. J'ai bien aimé ça. J'ai vu que tu as fait du travail à aller chercher le plus d'informations possible. Et puis, ça nous fait connaître. Moi, ça me les fait revivre, évidemment. Ça me les fait connaître. Puis là, c'est là qu'on voit comment important ça peut être, la généalogie, parce que ça continue à nous faire revivre. Alors, la prochaine génération pourra revivre ce que nous autres, on a vécu. C'est pour ça que c'est le fun de la généalogie. Y a-tu quelque chose que tu as appris sur tes grands-parents en écoutant l'émission? Bien, j'ai appris mes grands-parents que c'était du monde humble,
quand on est plus jeune, on ne réalise pas que nos grands-parents ou nos parents peuvent être du monde ordinaire, des journaliers à travailler. C'est une grosse famille à part de ça. Alors, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris qu'ils ont, en ayant vécu, depuis tout le vécu que j'ai fait, là, depuis que j'ai grandi, j'ai réalisé comment important c'était l'esprit de famille. C'est ça que j'ai connu le plus de mes grands-parents, de ma grand-mère Jolie, puis de mon grand-père. Ma grand-mère, je ne l'ai pas connue longtemps parce que j'étais tout jeune, encore j'avais 5 ans ou 6 ans quand elle est décédée, mais je l'ai entendu parler quand même. C'était une personne austère, sévère, parce que 7 garçons et 4 filles, cassez-vous, il faut que ça se tasse, n'est-ce pas? Et puis, mais bonne personne, travaillante au coton, travaillante, il n'y avait pas le choix, malgré qu'elle avait de l'aide. Comme dans toutes les familles québécoises, la plus vieille de la famille aidait sa mère avec les plus jeunes. Oui, puis nous autres, c'est surtout, on ne l'a pas connue, Alice, parce qu'elle est décédée 4 ans avant que je vienne au monde, mais surtout Marie, celle qui est nommée Juliette, parce qu'elle n'aimait pas le nom Juliette. Alors, on se faisait appeler Marie. Alors, ma tante Marie, c'était la mère quasiment de tout ce monde-là. C'est elle qui travaillait, parce que la grand-mère, il fallait qu'elle travaille à la maison. Puis ma tante Marie, Juliette, elle travaillait, elle portait sa paye à la maison. C'est elle qui habillait les enfants. On a des photos de mariage, sont toutes bien chic, toutes bien habillées. Mon père me disait, regarde, Normand, c'est toute ma tante Marie qui achetait ce linge-là pour nous autres, les enfants. Alors, l'esprit de famille, là, c'est là qu'on l'a pris. Extraordinaire. Ouais. Y a-tu un moment de l'histoire que tu aurais aimé assister? La guerre nous a marqués, veut pas. Par la Deuxième Guerre, on l'a vécu, mais on était petits. Puis moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre. Je suis toujours, je lis le magazine de la Légion, les affaires historiques, tout ça. Et puis, ce qui aurait impressionné le plus, parce que je n'étais pas là, ça a été le départ de mon oncle Adrien pour la guerre. On a une photo qu'on le voit qui est posée avec son père. C'était triste, c'était pas drôle. Alors, c'est un des gros moments qui m'aurait... On en a parlé l'autre jour quand tu en as parlé dans ton émission. Là. Tu l'as dit qu'Adrien est allé en Hollande. En Normandie, il était en Normandie pas longtemps après. Yep, oui. Oh, exactement. Il était à quel endroit? À quel endroit qu'il est allé? Ben, il était... il n'aimait pas ça d'en parler parce qu'à Dieppe, et puis c'est là qu'ils ont eu la plus grosse défaite, l'armée canadienne. Parce que le général s'est entêté, il faisait mauvais, il y avait de la brume, il ne voyait pas. Puis on dit, on attaque pareil. Alors, c'est au mois d'août, ça. Ils ont attaqué quand même. Et puis, je ne sais pas combien de milliers de morts qu'on a eu, c'était terrible. Ils ont reviré de bord. Mais le film qu'ils ont fait il y a 4-5 ans, je pense que ça s'appelle Dieppe. C'est Dunkirk. Dunkirk. Bon, ben voilà. C'est à Dunkirk. Dunkirk, c'est le nom, je pense, belge, parce que c'était pas en France. C'est juste à la limite de la Hollande puis la France. Okay. Et puis, quand on en parlait à mon oncle Adrien, il ne voulait pas en parler. Il n'en parlait pas jamais. Puis d'après ce qu'on a vu dans le film, ils ont été chanceux de revenir, ceux qui sont revenus. Ils ont été chanceux de revenir. Ouais. Ouais, j'avais entendu qu'il s'en allait aussi au Japon. Après ça, quand il est revenu, il s'est marié en même temps que mon grand-père, Alcide. Oui. Puis il y avait 2 semaines de congé, puis après ça, il s'en allait au Japon. C'était la condition là, qu'il avait le droit de se marier. Puis là, il s'en allait au Japon. Puis pendant qu'il était dans le Pacifique, ils ont eu le call que c'est beau, la guerre est finie, on peut revirer de bord. Là, oui, exactement. Oui. Mais toi, t'es né en quelle année, Normand? 41. En 41, fait que toi, tu as des vagues souvenirs, là. Tes premiers souvenirs, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Oui, c'est ça. Vois-tu, mon premier souvenir que j'ai de mes grands-parents,
c'est que c'est de ma grand-mère, là, comme je te mentionnais tout à l'heure. C'est que le dimanche, évidemment, elle allait à la messe. Tout le monde allait à la messe. C'était en été, c'était au mois de juin. Et puis, elle se payait une traite après la messe. C'était sa traite de la semaine. Il passait par le restaurant, il appelait ça un restaurant, chez La Doune. Ça s'appelait. C'est rue Notre-Dame, à côté de chez Filion Transport qui existait dans le temps, près de la 16. La bâtisse est la deuxième bâtisse du nord, côté nord-est. C'était des messieurs, le nom échappe, et c'est eux autres aussi qui avaient la concession à l'Arena pour les hot dogs, ces choses-là. Alors, La Doune, il était renommé pour ses hot dogs. Il avait les meilleurs hot dogs qu'il n'y avait pas à la Chine. Alors, ma grand-mère passait le dimanche, elle mangeait son hot dog, elle s'en allait à la maison, elle prenait un Pepsi, elle s'en allait à la maison. Alors, elle avait quand même 60 quelques années quand elle est décédée. Et puis, quand elle est arrivée à la maison, elle ne filait pas. Elle avait mangé 2 hot dogs, supposé. Elle ne filait pas. Attaque d'angine, paf, à terre. Crise de cœur. D'ailleurs, dans la famille, il y a beaucoup des oncles qui ont eu des problèmes cardiaques. C'est plusieurs des 7 qui ont eu des problèmes cardiaques, dont mon père. Mon père en est un aussi. Et puis, mon père, quand il est décédé en 2003, il était au baseball aux expos, il a mangé un hot dog. Il est passé au travers, il l'a eu, mais il dit, normalement, j'ai eu peur en Moses. Il dit, je pense à rien qu'à ma mère. Il dit, des hot dogs, j'en mange plus jamais. Il passait pas. Il passait pas son hot dog. Et c'est ça. Alors, ce qui je me rappelle de ma grand-mère, je ne me rappelle pas quand elle est décédée, mais je me rappelle quand elle a été exposée. Parce que dans ce temps-là, il exposait dans le salon. Tu sais, il mettait les gens sur les planches. Il mettait des chevalets, puis il mettait des madriers, la personne dans le cercueil, elle mettait un drap, puis la personne dans le cercueil. Alors, à 5 ans, on se rappelle de ça. Puis, c'était pas une grande maison qui demeurait là, dans la 18e avenue. Je dirais que la façade de la maison, je vais dire 60 pieds pour être gentil puis poli. C'était une toute petite maison. Elle était séparée dans le milieu. Il y avait 2 familles qui vivaient là. Au sud, c'était les Jolis. Et au nord, c'était les Barbaries. Les Barbaries étaient aussi nombreux que les Jolis. D'ailleurs, Guy Joly a marié Jeanne d'Arc Barbarie. Ouais, c'est un nom que j'ai eu. Ouais. Un nom qui devient. Alors, cette maison-là n'avait pas une grande profondeur non plus. Cette maison-là était située, si on se met face à l'hôtel où est-ce qu'on va à la Chine pour prendre ton permis de conduire, renouveler tes licences. C'est dans un sous-sol dans le 18e. C'est dans l'hôtel de ville, mais du côté de la 18. C'était l'ancien hôtel de ville qui était là avant qu'ils construisent là, en bien. Ça fait que ça appartenait à la ville, la petite maison, à 25. L'autre jour, tu as mentionné qu'il demeurait à 16 18e avenue. Tu as mentionné cette adresse-là, d'où c'était. Alors, sur Saint-Louis, mais ouais, proche de la Serre. Ouais. Parfait, tu as raison. 25 18e, ça appartenait à la ville, cette maison-là, parce que grand-père Joly, il payait son loyer à la ville, ou il avait son loyer payé par la ville, je ne sais pas, mais ça appartenait à la ville. Alors aujourd'hui, c'est le stationnement qui est là, juste à côté. Il y en a un en face du bureau de licence, puis il y en a un juste à côté, un tout petit stationnement. Mais c'est ça qui était où était la fondation de la maison. Ça fait que quand tu rentrais dans la maison, comme dans toutes les maisons québécoises, le salon était avenant avec la salle à dîner. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de mur. Ça avait une arche, là, puis c'était une grande pièce. Peut-être là, 20 pieds par 25, peut-être. Et puis là, il y avait des chaises sur le tour. Je me rappelle que là, c'était plein de chaises sur le tour. Quand on y allait aux fêtes aussi, par après, je faisais toujours ça. Alors, il y avait des chaises sur le tour. Et puis, tout le monde était assis là. Je sais que mon père pleurait, tout le monde pleurait. C'est ce que je me souviens de ma grand-mère Jolie. Je me souviens le plus. Je l'ai vu certainement avant quand j'étais plus petit, mais quand, je ne peux pas m'en rappeler. Tant qu'à mon grand-père, ben lui, je l'ai vu plus souvent parce qu'il a vécu plus tard. Il a vécu jusqu'à 82. 8 ans plus tard, je pense. Là, Et en 56, il est décédé. Puis c'est 47 ou 48 ou 46 Anna. Alors, il est décédé en 56, Alfred. 82,
comme on dit en québécois, tu as T'avais quel âge, toi? À cette époque-là, tu avais quel âge? Dans 56, c'est bien moins 41, 15 ans. OK. Bon, Ouais. tu l'as quand même bien connu, Alfred. Ah oui. Il venait chez nous. Il a fait ses tours chez nous quand il avait arrêté de travailler. Il venait aider mon père, il fendait du bois. Il avait 65 ans, on trouvait ça, c'était effrayant. Un homme de 65 ans fendre du bois. Aujourd'hui, on sait qu'on est encore capable de 65 ans de fendre du bois. En tout cas, il travaillait à l'Arena. Et parce qu'un des Barbaries, Jean Barbarie, était propriétaire de l'équipe de hockey senior. Maintenant, c'était du hockey. Non, c'est avant les Maroons. C'était avant les Maroons. Oui, il s'appelait les Rapides, puis c'était avant les Rapides d'aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ils sont encore là, il y en avait. Il s'appelait les Rapides. Je sais pas. Oui, Jean-Guy, quand il travaillait, quand il était trainer. Préposé à l'équipement, oui, préposé à l'équipement. Bon, ben, c'était les Rapides. Ouais, non, il était soigneur, je pense. Ça se peut-tu? Il était soigneur. C'était pas les Rapides dans ce temps-là. C'était pas ces Rapides-là, c'était avant ça. C'était les Rapides des années 40. C'est des hommes seniors. Nous, on les trouvait vieux, mais c'était des jeunes de 22 ans, 23 ans. On pensait que c'était des hommes. Et puis, alors, il était propriétaire, Jean Barbarie, de l'équipe. Alors, évidemment, ta grand-mère, c'était une fervente sportive, ça. Elle jouait au bowling, tout le temps, Valentine. Elle allait au hockey. Elle allait au hockey tous les dimanches après-midi, puis dans la semaine. Puis c'était intéressant, la compétition. Et puis, dans ce temps-là, quand ma tante Valentine et mon oncle Casside restaient là-bas de la rue chez nous, dans le 7e, quand ils étaient partis au hockey, c'est ma mère qui gardait ta mère, Marielle puis Francine. Alors, on était élevés quasiment ensemble. Il était plus jeune que moi, là, évidemment. Alors, tout ça pour dire que mon grand-père Joly, il était placier à l'aréna de la Chine. Il était placier, mais il ne plaçait pas les gens au banc. Il y avait une porte pour l'entrée des joueurs. Il surveillait la porte d'entrée des joueurs qui donnait du côté ouest. Yeah. Et puis là, ben, entre les périodes, les gars, ça sortait. Ils ne vendaient pas de bière là, dans ce temps-là, à l'aréna. Les gars, ça sortait, ça courait, aller prendre une bière, s'acheter une bière, prendre une bière. Ils revenaient. Mon grand-père lui donnait une passe. Les gars rentraient avec lui, ils passent. Puis il allait à la boulangerie Martin, au coin de la 18, là, puis Ramambras, il y avait une boulangerie, là, ça s'appelait Martin. Puis lui, il faisait des petits pains chauds, 2 pour 5 cents. Fait que les gars s'achetaient une bière, puis 2 petits pains chauds pour 5 cents. Mais là, il fallait que tu rentrais par l'autre porte. Alors moi, j'allais voir mon grand-père avant la partie. Là, je cognais. Il voyait c'était moi, il me laissait rentrer. Entre les périodes, pour sortir avec mon père, ben là, il nous donnait une étiquette. Puis on rentrait après ça. Alors, on se rappelle de ça, il fallait y parler fort parce qu'il n'entendait pas. Un fait que tu sais peut-être que je vais te conter, une remarque, c'est que les photos de mariage que j'ai, qu'on voit, on ne voit jamais d'hommes. Il y a des photos de mariage, on ne voit pas d'hommes. Bien des femmes. Parce que il y en a beaucoup qui étaient partis à la guerre. Puis deuxièmement, les hommes travaillaient 7 jours par semaine. Ouais. Les épiceries, c'était ouvert 7 jours par semaine, c'était ouvert jusqu'à 10 heures le soir. Il n'y avait pas de loi. Ben oui, il n'y avait pas de règlement. Il n'y avait pas de règlement, c'était ouvert jusqu'à 9 h, 10 h le soir. Ah oui. Puis, il y avait du monde, les gens. Il n'y avait pas de supermarket dans ce temps-là. C'était rien de la petite épicerie locale. Puis c'est ça, c'était ouvert. Les gars travaillaient 7 jours par semaine. Alors, j'ai une photo je pense que c'est une cousine à mon père. Tu vois qu'il y a rien que presque rien que des femmes. Il y a peut-être une couple de gars. J'avais fait un petit... je pense la date, est-tu marqué en bas la date? 1943. Bon, ben c'est ça. Tu sais, les hommes sont en guerre. Et où Benoît, il travaille. Ah. Au travail, regarde, il n'est pas gros. C'est rien que des femmes. Ah. Ben oui. Wow. C'est un fait. Évidemment, tu as la famille en avant, la famille principale. Tu as le père, tu as le père des deux mariés. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hommes. Puis une couple de petits cousins, René Joly qui est là, Rita Joly. Mais à part ça, c'était des femmes. Parce que les gars travaillaient 7 jours par semaine. Des heures de fou. Yep. Mais toi, Normand, c'est quoi qui t'a amené à
à faire ces recherches-là? Parce que tu me l'expliquais tantôt là, que c'était assez compliqué là, à l'époque, mais qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de ça? Je voulais savoir. Je voulais savoir. Comme je te dis, j'ai toujours été intéressé bien gros par l'histoire. L'histoire en général, puis la géographie. C'était mon fort. C'était mon fort, ça. Alors, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, d'où qu'on vient? C'est qui nos ancêtres? C'est là que je me suis mis à fouiller, puis trouver ça. Puis j'en ai plus, j'en ai d'autres livres. Je correspondais dans les années 80 avec un père rédemptoriste à Basilique-Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui, lui, avait un article dans les annales catholiques. Dans ce temps-là, l'annale du frère André, chaque communauté avait un annale. Okay. C'est une manière d'aller chercher de l'argent aussi, évidemment. Et puis, lui, il avait une page de généalogie. Alors, chez nous, il y a des annales, je peux dire que ma mère, elle pense qu'elles avaient toutes, l'annale Notre-Dame-du-Cap, elle m'a toutes. Moi, ma mère, mes parents, les Joly, c'est une grosse famille. C'est quand même... moi, ma mère et ma tante me racontaient beaucoup d'histoires là, sur ses oncles et ses tantes. Là. Puis toi, as-tu des souvenirs, mettons, de mon grand-père, Alcide? Là, Ben oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr que j'en ai. Parce que moi, il est décédé, j'avais à peu près 3 ans. J'avais même pas 3 ans. D'accord. Fait que je ne l'ai pas connu pantoute. Là. Oui, OK. C'était première des choses, tous ces frères-là, c'était quasiment tous des athlètes pour le temps. Hein, parce que l'hiver, ça faisait de la raquette. Son plus grand fait d'armes à Monocalcite, c'est que tu as dû voir des photos à un moment donné d'Adlissade qui faisait sur le canal de la Chine, sur le Grand Canal ou sur le lac. Non, ça ne me dit rien. La fin des années 20, je pense. Oui. Pas... En tout cas, il faisait une grosse lissade. Il avait peut-être, je dirais, 7, 8 étages, je ne sais pas, 10. Ah ouais. Et puis, il arrosait ça. Puis les gars descendaient ça en patin. Puis ton père, c'est le meilleur. OK, fait que c'était un précurseur des comment c'est Red Bull, là, Crash Test. Oui, justement, c'est ça. OK. Il descendait, puis il se rendait jusqu'à 6e, 7e avenue. Puis il partait de quelle avenue, là? C'était entre la 15 et la 18. Là. Peut-être à 17. Puis zoom en bas. Puis c'est haut. Donne-moi une minute, je vais trouver la photo, tu vas voir. On en aurait beaucoup. Si tu veux, je vais parler avec mon oncle Alcide encore. Alors, on était proches d'eux autres parce qu'à un moment donné, ils demeuraient dans 7e avenue, juste en face de nous autres, un petit peu de travail. Et puis, quand mon oncle Alcide s'est marié, il a fait sa lune de miel à Québec. Alors, il est venu, nous autres, à ce moment-là. Mon père était encore à l'armée. Et puis, il avait loué une petite maison, un chalet à Valcartier. Et puis, mon oncle Alcide était venu passer 2, 3 jours avec nous autres. Et puis, tu sais, il faut dire que c'était tous des gars bien enjoués. Tu sais, je parle des frères. C'était tous des gars bien enjoués. Des gars de party, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, c'était des gars de party. Et puis, il aimait ça jouer. Ça fait que, puis moi, j'étais un gars qui... J'aimais ça jouer. Ben, j'étais un bel enfant, c'est évident, là, mais c'était facile d'approche. Tu sais, je riais, j'étais pas. Des fois, les enfants sont plus peureux, puis ils se tiennent loin. Non, je n'étais pas ce style-là quand tout. Et puis, j'avais du fun avec mon cassette, puis ma tante Valentine, tout le temps. Puis après ça a été avec Marielle, puis avec Francine, quand ils venaient chez nous. Ils ont dû te compter, je ne sais pas si Marielle t'a compté ça, c'est que quand. Pour une raison ou une autre, il y avait des tournois de bowling, peut-être, là, où ma tante Valentine s'en allait pour magasiner. En tout cas, il garde la poignée le dimanche après-midi. Des fois, oui. En tout cas, c'est que dans le temps, tu as peut-être connu ça aussi, à la radio, ils nommaient des noms d'enfants. Le Père Noël, c'est là, je vais nommer les noms de ceux que je vais apporter des cadeaux. Fait que là, ils nommaient des noms, Pierre, Tony, Aline, On avait un gros radio chez nous, des radios de boue, là. Tu sais, les gros radios en bois, là.
Mon père se cachait en arrière. et, puis, là, il nommait les noms. Puis mon père écoutait. Puis là, moi, j'étais plus vieux qu'eux autres. Je savais bien qu'est-ce qui se passait. Hein? Fait que, lui, il écoutait. Puis quand il n'entendait pas le nom de Liliane, ma soeur, ou Gaëtane, ma soeur, parce que le Père Noël nommait juste des prénoms, ni Francine, ni Marielle, c'est lui qui continuait. Mais voyons, Père Noël, vous avez oublié Marielle. Il disait ça. Puis là, il prenait des bonbons, il garochait après ça, puis il se mettait à genoux, il garochait des bonbons. On avait son ton, ça me tombait sur la tête. On a des bonbons de maman. Il parle encore de ça, Marielle et Francine. Il parle encore de ça. Quand on se rencontre, finalement, te rappelles-tu, quand on paye garochait des bonbons, mais oui, mais ça me Mais s'il y a quelque chose que tu voudrais que les gens se souviennent d'Alfred et d'Anna, ça serait quoi? OK. Alors, que ta descendance, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants voudraient qu'ils se souviennent de tes grands-parents, ça serait quoi? Alors, nos grands-parents étaient des personnes très catholiques, qu'on appelle, suivaient leur religion bien fort, un peu comme tout le monde. Mais il y en avait qui ne suivaient pas. Mais eux autres, ils suivaient à 100%. Notre grand-mère, c'était une travaillante, a élevé une grosse famille comme ça. Elle était bonne, elle était capable. Notre grand-père subsistait malgré des salaires pas bien gros qu'il faisait. Notre grand-père, comme je te disais un petit peu plus à bonne heure, les grands-parents de ce temps-là, ils ne pouvaient pas suivre tous les petits-enfants comme on le fait nous autres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des petites familles et puis on a plus de facilité à aller chez nos grands-parents. On a des autos, puis eux autres aussi ont des autos. Là, dans ce temps-là, même si on vivait dans la même ville, on ne les voyait pas parce que, comme je disais aussi, les pères travaillaient 7 jours par semaine. Alors, ils n'étaient pas à la maison. Puis, en tout cas, on se voyait quand il y avait des fêtes. Ça, c'était officiel. Alors, ils ont élevé une belle famille. Ils ont donné l'exemple. Puis c'est ça qui me reste le plus. C'est ça qui est resté avec moi le plus. C'est bon. Ben, je te remercie, Normand, pour tout ton temps puis l'aide que tu as apportée à l'émission. Ben moi, ça me fait beaucoup plaisir. On ne s'est jamais parlé, on n'a pas jamais eu l'occasion de se parler avant. Puis là, on s'est aperçu qu'on avait quelque chose en commun. Et puis, on avait déjà quelque chose en commun. Ta mère, c'est ma cousine. Ben oui. Dans nos intérêts, là. Mais que même s'il y a 40 ans de différence entre nous deux, on a des mêmes intérêts. Oui, tout à fait. C'est beau ton travail. C'est beau ton travail que tu as fait. Puis, ça a réveillé en moi encore une jeunesse. Ben, je te remercie beaucoup. Là-dessus, on va terminer l'entrevue. Je vous remercie tout le monde. On se revoit une autre fois. C'est bon.